affronte aujourd'hui les épreuves orales du baccalauréat, la langue des signes au premier plan pour s'exprimer en anglais et en français. Les portes de la gendarmerie ouvertes aux populations, la Grande Muette lève un voile sur les missions de ces unités. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Une affaire qui suscite beaucoup d'émotions en ce moment. Le petit Excel Corneille Conan, âgé de 3 ans, découvert mort dans la piscine d'une résidence privée mercredi 20 juin dernier. Le procureur de la République d'Abidjan a ouvert une information judiciaire. À cet effet, Djiré Abdoul Aziz et son vigile ont été déférés au parquet aujourd'hui même. Il ressort des résultats partiels de l'autopsie que la mort était consécutive sous réserve d'examens complémentaires contraires à une asphyxie mécanique liée à une noyade vitale récente en l'absence de toute trace de lésion selon l'autopsie. 15 malentendants composent aujourd'hui en français et en anglais les deux épreuves à l'oral du baccalauréat. Leur handicap n'entanche en rien leur volonté de réussir à cet examen. Nous Sangaré était au collège moderne du Plateau où se sont déroulées ces épreuves. Au nombre de 256 576 candidats au baccalauréat cette année, figurent 15 déficients auditifs. Ce vendredi, regroupés au Collège moderne du Plateau, ils affrontent les épreuves orales. Ils sont soumis aux épreuves ordinaires comme même les entendants, sauf qu'à la différence des entendants, ils ne peuvent pas parler. Donc on indique à l'examinateur la méthodologie à suivre pour pouvoir les interroger. Le candidat sourd, naturellement ne pouvant parler, le professeur lui pose des questions sur le brouillon et il répond avec la même méthodologie que les entendants à l'écrit. Souvent, les professeurs leur posent des questions personnelles, telles que par exemple, quel est ton nom, ton âge, tu aimes l'anglais. Les professeurs choisissent les tests aussi, mais c'est les tests qu'ils ont déjà vus. Surtout même en français, ils ont les romans, ils lisent et puis on leur pose des questions dessus. Dans la cour du collège, certains candidats attendent avec impatience leur tour de passage. J'ai bien étudié le français, ça s'est bien passé. Et les professeurs demandent d'attendre. Quand ils vont finir, ils vont m'appeler pour faire l'anglais. Souleymane, candidat pour le bac D, est soumis à l'interrogatoire d'anglais. Après les questions, Souleymane peut rentrer chez lui. Il est confiant pour la suite. J'ai répondu aux 5 questions qu'il m'a posées. Il m'a demandé d'écrire mon nom, de demander mon âge, ma classe et si j'aime l'anglais. J'ai fini de faire l'oral d'anglais, maintenant je vais passer à l'oral de français. Son niveau est acceptable puisque sur les questions qui lui ont été soumises, c'est une seule question qu'il n'a pas pu répondre. Je me dis quand même que c'est bien, c'est bon. Ces candidats déficients auditifs affronteront dès le mardi 3 juillet les épreuves écrites du baccalauréat au même titre que les candidats ordinaires. La Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire manifeste sa solidarité aux familles sinistrées en leur offrant un don en vivres et non-vivres. Le don de plus de 25 millions de francs CFA a été remis à la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Tokone. Un important don en vivres et en non-vivres aux sinistrés des récentes pluies diluviennes. Composé de riz, de lait, de pâtes alimentaires, de matelas, de chaussures, de chaises et de pots de peinture. Ce don est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Coût du don, 25 millions de francs CFA. Selon les donateurs, cet appui vise à soulager les familles en détresse qui, pour la plupart, ont presque tout perdu du fait des fortes pluies. Nous venons humblement apporter notre soutien aux familles sinistrées. Nous espérons que ce petit soutien aux familles leur permettra de retrouver le sourire. Un acte de solidarité que Maria Tokone, ministre en charge de la solidarité, n'a pas manqué d'apprécier. Je voudrais vous traduire la reconnaissance de tout le gouvernement, mais aussi de toute la nation ivoirienne. Toute la nation ivoirienne qui est sensible à votre élan de solidarité, à cette chaîne de solidarité qui s'est tissée dès les premières inondations. Les parents des victimes décédées, les victimes blessées, les victimes d'inondations, à travers ma voix, vous disent merci. La communauté libanaise en Côte d'Ivoire n'est pas sa première action du genre. La semaine dernière, une action similaire avait été posée par cette communauté qui avait offert aux sinistrés via le ministère de la Solidarité 2 camions chargés de vivres
et non-vivre. Au moins 18 personnes ont perdu la vie lors de ces inondations dans le district d'Abidjan. La levée de corps des victimes de ces inondations a eu lieu. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette cérémonie. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukoné, a transmis la compassion et les condoléances du gouvernement et de la nation aux parents et aux familles des victimes des fortes pluies. La gendarmerie veut regagner la confiance de la population en se rapprochant d'elle. C'est l'objectif des journées portes ouvertes qu'organise la gendarmerie jusqu'au 30 juin prochain. La gendarmerie nationale au service de la population pour s'imprégner des missions de ses unités. Guillaume Zéré, Hermaniamien. Instruction ferme, puis la manœuvre peut se dérouler. Il n'y a plus de ballon là-bas. Comment il te sent? Je suis tellement joyeux que le mot joyeux, quoi. Je suis tellement content. Le tireur n'est pas un homme en armes. C'est un civil comme ces dizaines de personnes venues voir de plus près le fonctionnement du corps d'élite de l'armée ivoirienne, la gendarmerie nationale. Hier en griffe, je veux dire, nous nous sommes dit que la gendarmerie était un mystère, la gendarmerie était un problème pour la population. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons pris part. Et nous comprenons vraiment que la gendarmerie et les populations doivent se mettre vraiment ensemble pour une bonne cohésion. D'ordinaire discrète, la marée-chaussée s'ouvre pendant 3 jours aux populations. Son objectif, se rapprocher véritablement d'elles et gagner davantage leur confiance. À ces premières journées portes ouvertes, toutes les unités de la gendarmerie nationale sont présentes. De la brigade cynophile en passant par la gendarmerie territoriale à la gendarmerie mobile, la Grande Muette dit tout sur son fonctionnement. Nos missions, nous avons des missions de police administrative qui sont des missions qui ont un caractère préventif. En effet, dans ce cadre-là, le gendarme, par exemple, prévient en réglant la circulation, il prévient les accidents sur les routes. Nous avons des missions classiques qui sont le maintien et le rétablissement de l'ordre. Et en plus de ces missions, nous avons d'autres missions comme la sécurisation des frontières, la lutte contre le paillage clandestin, la lutte contre le coupage de route. Assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que la défense opérationnelle du territoire national, la gendarmerie nationale y tient. Elle qui s'est adaptée au fil des ans à l'impérialisme des technologies. À cette exposition, ces unités spécialisées ont aussi sorti la grenadierie. Oui, c'est l'atelier des artificiers de l'UIGN. Vous allez me demander c'est quoi un artificier? Un artificier, c'est celui-là même qui est chargé d'enlever les colis piégés, les voitures piégées. Nous sommes chargés aussi de faire la dépollution. La dépollution, c'est lorsqu'il y a une crise de grande envergure comme celle que la Côte d'Ivoire a connue. Ce sont ces gens-là même qui sont chargés d'enlever les restes explosifs de guerre. Durant ces 72 heures, la gendarmerie entend démontrer sa force de frappe et rassurer les populations de la capacité de ces hommes à faire face aux défis sécuritaires. Le petit mondial continue. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Les derniers matchs à deux poules se sont joués hier. La Colombie a battu le Sénégal. Du coup, le Sénégal est éliminé. Ouais, hier, nous avons assisté à 4 rencontres. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal, qui était le dernier espoir de l'Afrique, s'est incliné face à la Colombie. Et juste après, on a assisté aux rencontres du groupe G, dans lesquelles la Belgique a battu l'Angleterre sur le score de 1-0, occupant du coup la première place de la poule. Et pour son dernier match dans la compétition, la Tunisie, le dernier représentant africain, a battu le Panama sur le score de 2-1. Et les équipes africaines sont toutes éliminées. Qu'est-ce qui a joué en leur défaveur, Boris? Bon, 5 équipes pour représenter tout un continent, les 5 qui tombent au premier tour, une première depuis 1982, alors que nous avons les mêmes joueurs qui évoluent dans les mêmes clubs que les équipes européennes et asiatiques et sud-américaines. On pourra dire que les Africains ont péché par inexpérience. On prend le cas du Nigeria qui a présenté l'équipe la plus jeune de la compétition, qui n'a pas pu tenir la dragée haute à l'Argentine, qui s'est inclinée et qui a ainsi perdu toutes ses chances de qualification. Et toutes les équipes africaines ont cette manie-là d'encaisser des buts dans
dans le dernier quart d'heure, dans les dernières minutes, on n'arrive pas à tenir un résultat. C'est vraiment déplorable pour tout le continent. Il faudrait qu'on se remette en cause parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement avoir des joueurs de qualité qui vont venir se présenter sur une aire de jeu, tenir la dragée haute aux grandes nations, comme on le dit, pendant 80 minutes et flancher dans les dernières minutes de la partie. On dira simplement que les équipes africaines n'avaient pas le niveau pour la compétition. Ok, l'arbitre aussi n'a pas sifflé le pénalty réclamé par le Sénégal lors de son match face à la Colombie. Une main colombienne avait pourtant touché le ballon. La vidéo, semble-t-il, n'a pas confirmé le pénalty. Bon, là aussi, il y a amalgame, il y a polémique parce que les décisions de l'arbitrage vidéo n'ont pas toujours été bien accueillies par les joueurs et nous, les supporters. Et pour répondre à toute cette polémique-là, pour donner un avis qui est celui d'un spécialiste, nous avons rencontré M. Richard Vlehi, ancien arbitre international qui est aujourd'hui membre de la commission centrale des arbitres. Il se prononce sur l'introduction de la VAR au cours de ce mondial 2018. C'est une bonne chose parce que les décisions de l'arbitre sont contestées avant l'arbitrage vidéo. La preuve en est, ici, un penalty, on peut être des arbitres peut-être 5-10, mais le jugement n'est pas le même, ne peut pas être une décision collégiale prise. Mais avec l'arbitrage vidéo, ça écarte beaucoup de situations litigieuses, des substitutions. Effectivement, il avait une idée contre telle équipe, non. Aujourd'hui, l'arbitrage vidéo nous aide beaucoup dans la prestation des arbitres. Aujourd'hui, on peut amener l'arbitre à revoir sa position. Bon, comme le football, c'est le football, c'est des gros moyens engagés. Tout le monde veut être unanime sur les décisions prises par l'arbitre. C'est ce qui nous amène à soutenir l'arbitrage vidéo. Ok Boris, la France et l'Argentine jouent demain. Vous avez rencontré un journaliste sportif pour essayer de faire des pronostics. Ouais, il faut dire que demain, le premier match des huitièmes de finale, ce sera le choc que tout le monde attend. Le premier choc, voilà, entre l'Argentine de Lionel Messi, très attendu dans ce mondial, qui jusqu'à présent n'a pas démontré l'étendue de son talent, même si dans le match contre le Nigeria, il a inscrit un but. Il a été élu homme du match. L'Argentine sera opposée à la France de Didier Deschamps. Nous avons rencontré Adam Khalil, qui est journaliste sportif. Il nous livre une analyse de ce match avant la rencontre. C'est difficile d'avoir un favori dans les deux cas, entre une équipe de la France qui n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent et une équipe de l'Argentine qui n'a pas convaincu malgré son succès face au Nigeria. Donc ce sont deux équipes qui sont à la recherche de la mise en place de leur vraie identité de jeu, ce qui n'est pas encore le cas. Ce match va se jouer soit pendant les 90 minutes ou encore les 120 minutes et peut-être même avec les pénaltys. Ce sera très étriqué, très équilibré et malheur à celui qui va faire beaucoup plus d'erreurs. Et je pense que la France devra éviter de faire les erreurs du Nigeria face à l'Argentine en cherchant à stopper uniquement Lionel Messi. Boris, les dernières équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Ce sont désormais 16 équipes qui vont se disputer la Coupe. Est-ce que vous pouvez nous donner le calendrier de demain, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de match? Comme tout à l'heure dans l'élément présenté, on a eu Adam Khalil qui faisait une analyse du match entre l'Argentine et la France. Donc demain, on aura Argentine-France, suivi de Uruguay contre Portugal, le Portugal de Cristiano Ronaldo. On aura le dimanche l'Espagne qui va jouer contre la Russie, pays organisateur, et la Croatie contre le Danemark, qui sera le match qui suivra Espagne-Russie. Le lundi, on aura le Brésil de Neymar qui sera opposé au Mexique, et la Belgique de Eden Hazard face au Japon. Le Japon qui était dans la même poule que le Sénégal, qui s'est qualifié avec 4 points. Et le mardi, la dernière journée des huitièmes de finale, on aura l'opposition Suède-Suisse. La belle surprise aussi de cette compétition, la Suède, qui après un faux départ, a réussi à se qualifier. Et la Colombie face à l'Angleterre, ça c'est un autre choc qu'il va falloir ne pas manquer, parce que la Colombie, c'est vraiment des joueurs combatifs, les cafeteros, avec James Rodriguez, Falcao qui en veut, qui a son premier mondial, à un trentenaire qui joue un mondial pour la première fois, il est le capitaine de cette formation. Il a envie de donner, et la Colombie, c'est une équipe à suivre. Ok, puis les quarts de finale seront joués quant à eux entre le vendredi et le samedi 7 juillet, c'est ça? Exactement, et ce sera les quarts de finale. Il va rester 8 équipes parmi ces 16 qualifiées-là. Et bon, il va falloir suivre la compétition, mais je suis sûr d'une chose, on va retrouver l'Angleterre et la Belgique en quart de finale. C'est deux équipes
Deux équipes qui vraiment ont prouvé au cours des phases de poule qu'elles en veulent et qu'elles veulent remporter ce mondial-là. Donc les demi-finales, c'est le 10 et le 11 juillet, la finale le 15 juillet. Le 15, on sera ensemble pour la finale. On espère qu'une équipe en griffe avec beaucoup d'Africains pourra dignement représenter le continent. Ok, merci Boris d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.